en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité du magazine Humura Burundi de ce dimanche 16 août 2020, dont voici le sommaire. Le président de la République du Burundi sollicite la contribution de l'Église catholique dans le développement du pays. Entre-temps, l'évêque de l'archidiocèse de Gitega prêche le dialogue et le pardon entre Burundais afin d'arriver à ce développement. Recrudescence des cas d'assassinat au Burundi. 3 personnes ont été tuées cette nuit dans les provinces de Bururi et Cibitoke, tandis que 2 autres ont été blessés à la grenade en commune Bukemba de la province Rutana. Dans la rubrique Ouahuka de ce dimanche, nous allons parler du trafic des êtres humains qui ne cesse d'augmenter au Burundi alors que le gouvernement affirme toujours qu'il est en train de le combattre. Onésime de Chimagizé à la présentation de ce magazine. La cabine technique est assurée par ingénieur G. de Memero et Lissi Kabeira. Encore une fois, bienvenue. 2 personnes ont été blessées dans une attaque à la grenade perpétrée la nuit de ce samedi en commune Bukemba de la province Rutana. Jusqu'à présent, les auteurs de cette attaque n'ont pas encore été identifiés. Le point avec Balthazar Mibour. Cette attaque a eu lieu vers 19h30 de ce samedi. Les habitants de la sous-colline Rubirizi indiquent qu'ils ont entendu une explosion de grenade dans un endroit où un certain Vincent Sabushimike, membre du parti CNR, a installé des moulins. Selon un de ses habitants, cette grenade a blessé 4 personnes parmi celles qui étaient venues moudre leur manioc pour en faire de la farine. Vincent Sabushimike a été appelé par un certain Fulgence Habyarimana qui avait besoin de moudre du manioc pour en faire de la farine. Lorsque Vincent allait démarrer son moulin, 2 autres personnes sont venues, à savoir Lucien Sibomana et une fille du nom d'Yvonne Kezakimana, pour eux aussi faire moudre du manioc. Lorsqu'ils s'apprêtaient à démarrer la machine, ils ont entendu une explosion de grenade là où il se tenait. Fulgence Habyarimana a été grièvement blessé. Là où il est alité à l'hôpital de Gihofi, on dit qu'il a reçu des éclats au niveau du ventre, de la tête et des bras. Vincent Sabushimike a été également blessé sur le bras. Selon toujours cette population de la sous-colline Rubirizi, cette attaque serait perpétrée par des Imbonerakure qui faisaient du sport en masse ce samedi au chef-lieu de la commune Bukemba. La même population indique que l'attaque visait son membre du parti CNR Sabushimike Vincent parce qu'il est candidat aux prochaines élections coronaires. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Françoise Twagirayezu, administrateur de la commune Bukemba, pour voir plus de la lumière à ce sujet, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Eh bien, merci à toi, Balthazar Mibour. Encore sans vie d'un certain Nyondiko Dominique alias Mbababa a été découvert ce dimanche matin sur la colline Muheka, en commune Songa de la province Bururi. Cet homme s'était rendu dans cette localité pour participer dans les cérémonies de levée de deuil définitive. Les circonstances de la mort de cet homme restent encore obscures. La police annonce avoir déjà arrêté une personne pour des raisons d'enquête. Toujours en page de sécurité, un homme a été assassiné par sa femme la nuit dernière en commune Mugui de la province de Cibitoke. Le drame s'est passé sur la colline Nyarulinzi de la zone Buhaïra où une jeune femme de 18 ans, répondant au nom d'Onishimwe Emeline, a utilisé un gourdet pour tuer son mari, un jeune homme d'une 30aine d'années répondant au nom de Charles Ndikumana, surnommé Bousso. Par après, la jeune femme a brûlé la maison avec le corps de la victime à l'intérieur. Selon les voisins de cette famille, la cohabitation de ce jeune couple s'était détériorée depuis peu. La femme accusait son mari de ne pas s'acquitter de son devoir de la rationner.
Pour le moment, la jeune femme est dans les mains de la police. Toujours en province de Cibitoke, un homme a été tué poignardé dans la zone Negasenyi de la commune de Buganda. Selon notre source, la victime aurait été tuée par son ami qui l'accusait d'être l'amant de sa femme. L'auteur de ce crime a été appréhendé par la police. Selon les informations en provenance de la police à Cibitoke, les deux auteurs du crime, c'est-à-dire la femme qui a tué son mari ainsi que l'homme qui a poignardé son ami, vont tous comparaître ce lundi devant la justice dans un procès de flagrance. Politique à présent, le président de la République du Burundi sollicite la contribution de l'Église catholique dans le développement du pays. Lors des cérémonies de l'Assomption de ce samedi sur la colline Mugera de la province de Gitega, Évariste Ndayishimiye a demandé à l'Église catholique de contribuer dans la mise en place de la banque qui va faciliter les activités de la population. Il a également suggéré aux prêtres d'écrire des livres qui vont permettre à la jeunesse de se cultiver. Le point avec Walter Cuizer. C'était au cours d'une messe célébrée à Gitega en l'occasion de l'Assomption, une messe à laquelle a participé le président de la République, Évariste Ndayishimiye. Dans son discours, le numéro 1 burundais a demandé à l'Église catholique de contribuer dans le développement de la population en mettant en place une banque qui n'exigera pas beaucoup d'intérêts. Nous remercions le gouvernement dans sa façon de collaborer avec l'Église catholique dans différents domaines de la vie du pays. Mais même aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qui manque à l'Église catholique pour mettre en place une banque qui accordera des crédits à moindre taux d'intérêt pour réduire le nombre de chômeurs? Évariste Ndayishimiye a également conseillé l'Église catholique de suivre l'exemple des anciens prêtres, dont Michel Kayoya et Jean-Baptiste Nahokaja. Cette place de Mugera me rappelle les prêtres Kayoya, Nahokaja et bien d'autres. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu écrivent des livres utiles à la jeunesse. Vous, prêtres, vous êtes très intelligents et avez beaucoup de connaissances. Écrivez alors des livres pour nous. Donnez des conseils aux jeunes. Soyez des exemples à suivre à travers vos écrits. Le président du Conseil des évêques catholiques du Burundi, Monseigneur Joachim Nahondereye, a salué le message du président de la République et a accepté aussi qu'il va en tenir compte. Peut-être que nous n'allons pas atteindre le niveau de Michel Kayoya et Jean-Baptiste Nahokaja, mais nous comprenons que nous aussi, nous devons faire quelque chose. D'ailleurs, il y a ceux qui sont déjà à l'œuvre. En ce qui concerne la mise en place de la banque, l'Église catholique a fait savoir qu'elle va y réfléchir. J'épouse l'idée que l'Église catholique puisse mettre en place une banque qui accordera des crédits dans le pays. Cette proposition fait partie des projets que nous allons étudier pour répondre à vos doléances. Pour rappel, la colline Mugera a été choisie comme lieu de pèlerinage en mémoire de la Vierge Marie. Dans son homélie à l'occasion de cette messe de l'Assomption célébrée à Mugera, l'évêque de l'archidiocèse de Gitega, Simon Hamwana, a prêché le dialogue et le pardon. Selon lui, c'est la seule voie qui mène vers la paix et le développement dans le pays. Monseigneur Simon Hamwana. yo gusubiza hamwe ahayiturangiye nayo igizwe n'ikiyago hagati y'abagize nabi. Écoutons l'agneau de Dieu et la Vierge Marie, sa mère. Il nous donne une nouvelle orientation vers la réconciliation. Cette voie est en effet le dialogue entre le malfaiteur et la victime. Le choix de ce chemin libère les deux devant Dieu et devant l'humanité.
Par contre, le refus de ce chemin, le refus du dialogue, font de plus en plus de ces deux les esclaves du mal. Chers frères, faites une introspection. Regardez comment nous demeurons rancuniers. Regardez comment nous demeurons des esclaves de la haine. Des choses qui maintiennent le Burundi dans une instabilité, dans une peur panique, dans des soupçons qui empêchent les gens de rester tranquilles. Des situations qui bloquent le développement, puisque le développement exige la tranquillité. Jésus, notre intermédiaire avec Dieu, ne manque pas à nous montrer le gouffre qui nous attend si jamais on refuse carrément le pardon et la réconciliation. wa musukurubura kigongwe ingene yabaye nyamusuku w'umubisha kandi yitwa umubisha kuko yari yaje kugirira ikigongwe mugenzi we. Souvenez-vous du sort du serviteur qui n'avait pas de pitié. Il a été pris pour un malfaiteur. Un malfaiteur puisqu'il avait refusé de pardonner son collègue qui lui devait une petite dette. Le patron de ce serviteur l'a fait tabasser par ses collègues puisque lui, il avait de grosses dettes envers son patron. Jésus termine son conte en nous disant que son Père qui est aux cieux punira de la même manière chacun de nous qui ne pardonne pas son prochain du fond du cœur. Cela montre que la personne qui ne pardonne pas est un grand malfaiteur, qu'il ne peut donc pas à son tour s'attendre à quelque chose de bon en provenance de Dieu et des personnes humaines. Ces personnes répondront le mal par le mal. C'est pour cette raison que l'on voit le Burundi toujours instable. On n'est jamais parvenu à nous pardonner mutuellement et à nous réconcilier. Hanyuma rero tugatangazwa n'ingene n'ubu Uburundi butambuka bucumbagira kuko natwe tunanirwa no kurekuriranira no gusubiza hamwe. Humura Burundi. Le gouvernement du Burundi ne reconnaît pas les Burundais bloqués au Rwanda suite au Covid-19. La situation se présente ainsi. Alors qu'il y a plus d'un mois, ces Burundais ont adressé une correspondance à l'ambassade du Burundi au Rwanda pour demander d'être facilités à rentrer chez eux, mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Le point avec Innocent Singranghab. Dans un entretien de ce samedi avec les journalistes de la radio BBC Gauza Midjango, Jean-Claude Karegwa Ndenzako, porte-parole du président Evariste Ndayishimiye, a été catégorique sur le cas de Burundais bloqués au Rwanda suite au coronavirus. Il a affirmé qu'il s'agit d'un montage. Ce n'est pas vrai, c'est du pire mensonge. Si ces gens veulent rentrer, s'il s'agit réellement de Burundi, ils ont deux parentés au Burundi, qu'ils communiquent avec leur famille. De toute façon, s'ils veulent rentrer, ils doivent suivre les procédures qui faciliteraient leur retour au pays. Jean-Claude Karegwa Ndenzako, porte-parole du président Ndayishimiye, se contredit dans ses propos. Tantôt, il dit qu'il ne reconnaît pas ces Burundais bloqués au Rwanda suite au Covid-19. Tantôt, il recommande à ces Burundais d'approcher les instances habilitées pour leur faciliter le retour au pays natal. Il ne faut pas les considérer comme des réfugiés. Je ne reconnais pas ces Burundais. Je dis si réellement ces gens existent, ils doivent suivre toutes les procédures, c'est-à-dire qu'ils doivent passer par le ministère de la Santé publique, le ministère des Relations extérieures et le ministère de la Sécurité publique. Et puis, ils vont retourner au pays. Les Burundais bloqués au Rwanda suite au Covid-19 qui se sont confiés à la rédaction de la RPA affirment qu'il y a plus d'un mois qu'ils ont adressé une correspondance à l'ambassade du Burundi au Rwanda pour demander d'être facilités pour rentrer chez eux. Ces Burundais indiquent que l'ambassade a reçu leur doléance mais qu'elle n'a rien fait pour les aider. Ils font savoir que le ticket des bus qui allait les embarquer jusqu'à la frontière rwando-burundaise leur a été remis. Ils précisent qu'ils mènent pour le moment une vie difficile au Rwanda et se demandent si le gouvernement d'Evariste Ndayishimiye, qui dit ne pas reconnaître leur présence au Rwanda, ne collabore plus avec le personnel de son ambassade à Kigali qui les a côtoyés.
Eh bien, merci à toi, Innocent Valentin Singirangabo. Toujours sur ce chapitre diplomatie, le rapatriement des archives sur le Burundi, la reconnaissance des torts causés, la demande de pardon par les pays colonisateurs au peuple burundais, ainsi que les réparations financières sont quelques-unes des réclamations formulées par le Sénat burundais à la fin d'une retraite faite fin juillet sur les actions à mener pour faire face aux conséquences de la réforme administrative du 21 août 1925 au Burundi. Inès Gakiza nous parle de quelques recommandations faites au gouvernement burundais, aux pays colonisateurs et différents autres acteurs dans la colonisation du Burundi. Le gouvernement burundais a été appelé à demander par voie diplomatique ou judiciaire à la Belgique et à l'Allemagne, ainsi qu'à leur bras droit, la reconnaissance du tort causé au peuple burundais et à exiger les réparations aux pays colonisateurs, c'est-à-dire la Belgique et l'Allemagne. Les sénateurs leur exigent la reconnaissance du tort causé, le rapatriement des archives sur le Burundi se trouvant dans ces pays, de donner des chiffres exacts de Burundais qui ont péri sur le champ de bataille lors de la Première Guerre mondiale et ceux qui étaient porteurs des Allemands. À l'Allemagne spécifiquement, les sénateurs burundais exigent la réparation pour le tribut de 424 vaches imposées au roi et au peuple burundais. Des vaches qui étaient évaluées en 2018 à une valeur de 43 milliards de dollars américains par le Sénat. À la Belgique, de créer une commission qui étudiera la manière dont le Burundi peut déconstruire la réalité sur les ethnies qu'ils disent avoir été introduites au Burundi par les missionnaires et appliquées par les colonisateurs belges. La Belgique est aussi appelée à aider dans la reprise du procès Rwagasore pour connaître les auteurs et les mobiles de son assassinat. La retraite des sénateurs s'est aussi soldée par des recommandations aux États-Unis, à l'ONU et à l'Église catholique, chacun sur base de son rôle durant la colonisation. Ils attendent des États-Unis le rapatriement des archives sur le Burundi, demander officiellement pardon au peuple burundais et reconnaître les torts causés par la Convention de cession du Burundi à la Belgique. Aux Nations Unies, de rapatrier aussi les archives sur le Burundi, de demander pardon et de reconnaître ses manquements dans le suivi de l'accomplissement du mandat et tutelle accordé à la Belgique. Enfin, les sénateurs burundais demandent à l'Église catholique la reconnaissance que leurs missionnaires ont créé des identités ethniques qui ont des conséquences meurtrières sur le pays en demandant pardon et de rapatrier aussi des archives sur le Burundi qu'elles détiennent. Selon la réglementation du Parlement burundais, celui-ci a les prérogatives d'initier des lois. Leurs propositions sont envoyées au gouvernement qui les analyse au Conseil des ministres et une fois adoptées, suit la procédure d'élaboration des lois. Ces conclusions de la dite retraite tenues en date du 30 et 31 juillet seront donc analysées par le gouvernement en Conseil des ministres. Parallèlement, la Belgique a de son côté lancé des travaux visant l'établissement de la vérité sur la période de colonisation du Rwanda, du Burundi et de la RDC et son rôle dans ce qui s'est passé, aspect que nous aborderons dans nos éditions de Solent. Page éducation, les enseignants du Burundi déplorent la note de 76 sur 200 considérée par le ministère de l'Éducation au concours national de la 9e année pour accéder à l'enseignement post-fondamental. À travers le journal La Voix de l'enseignant, ces enseignants indiquent que les élèves ayant obtenu une telle note auront des difficultés à réussir. Le point avec Vicky Christiane-Neretz. Selon le journal La Voix de l'enseignant, la note minimale pour passer du fondamental au post-fondamental est jugée très basse par les enseignants. L'ordonnance ministérielle numéro 610/1277 du 12 août 2020 autorise les élèves du fondamental ayant obtenu une note de 76 sur 200 au concours national de certification et d'orientation édition 2020 d'accéder à l'enseignement post-fondamental. Certains enseignants prédisent des difficultés pour les élèves ayant obtenu une telle note d'affronter le cycle post-fondamental avec succès. La note minimale devrait être au moins de 50% pour accéder à l'enseignement post-fondamental. Ils regrettent que le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique tienne seulement compte des places disponibles pour fixer la note minimale au lieu de considérer l'aptitude des élèves qui est reflétée par les résultats obtenus au concours.
Cette façon de faire a comme conséquence le taux élevé des échecs dans les premières années du poste fondamental des lycées communaux, affirment ces enseignants. Il demande au ministère de l'Éducation de ne pas tenir compte des places disponibles dans les premières années post-fondamentales pour déterminer la note minimale, de considérer plutôt les résultats obtenus au concours national. Eh bien, merci à toi, Vicky Krisenin-Heretse. Détention depuis 9 mois et 25 jours des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'un paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Herimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province de Bubanza, alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières et les rebelles. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sûreté intérieure de l'État. Les associations de défenseurs des droits humains et des professionnels des médias nationaux et internationaux ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Courte pause, nous poursuivons avec la deuxième partie de ce magazine. Dans la rubrique Waouka de ce dimanche, nous allons parler du trafic des êtres humains qui ne cesse d'augmenter au Burundi alors que le gouvernement affirme toujours qu'il est en train de le combattre. Les invités de cette rubrique vont aussi nous dire ce qui devrait être fait pour éradiquer ce trafic. Clovis Nyonzima. La question de la traite des êtres humains qui touche les Burundais qui vont travailler à l'étranger, notamment dans les pays arabes, mais qui, arrivés là-bas, subissent des traitements inhumains dont l'exploitation sexuelle, s'accentue de plus en plus. Tout cela arrive au moment où il y a des lois nationales et internationales en vigueur qui répriment ce trafic des humains. Pourquoi donc ce trafic des êtres humains n'est pas éradiqué alors que le gouvernement affirme qu'il est en train de le combattre à fond, mais malgré cet effort, ça continue de dégénérer. Qu'est-ce qui doit être fait pour que les Burundais qui vont travailler à l'étranger ne se soucient plus de rien? Telles sont les questions auxquelles les invités de la rubrique Ouaouka de ce dimanche 16 août 2020 vont essayer d'apporter les réponses. Nos invités sont Marie-Louise Barichako, défenseur des droits de l'homme, surtout ceux de la femme, et Charles Nditige, politicien burundais. Au micro, vous êtes avec Clovis Nyonzima, bienvenue. Au cours de l'année 2019, le nombre de victimes de la traite des êtres humains a augmenté considérablement jusqu'à 33,55% par rapport aux chiffres de l'année précédente, selon les enquêtes de l'ONLCT Où est ton frère? Dans son rapport annuel 2019, cette association affirme que les lois en vigueur adoptées dans l'objectif d'éradiquer le trafic humain ne sont pas appliquées. Ma consoeur Marie-Angela Causé nous en dit plus. 497 personnes sont concernées par ce trafic. Il s'agit de 318 femmes et 82 jeunes enfants. Tous ont été victimes d'un groupe de personnes qui leur ont fait miroiter un avenir meilleur. Mais une fois sur place, ils ont été sexuellement exploités. Dans son rapport, l'association ONLCT Où est ton frère indique que ce trafic d'êtres humains touchait toutes les 18 provinces du pays, dont 4 ont été les plus affectées. Il s'agit entre autres de la province Karusi qui compte 91 victimes, suivie par Bujumbura Mairie avec 44 victimes. En troisième position vient la province de Rumonge avec 42 victimes et enfin Kayanza avec 41 victimes. Tous avaient comme destination les pays du Golfe, notamment le Qatar, l'Oman, l'Arabie Saoudite ou le Koweït, pour ne citer que cela. Ce rapport affirme que le gouvernement du Burundi avait pourtant doublé d'efforts pour combattre ce trafic en bloquant toutes les voies empruntées par les auteurs, que ce soit les voies routières ou maritimes. Ce qui est malheureusement, poursuit le même rapport, n'a pas découragé les auteurs qui ont changé de stratégie, empruntant cette fois-ci la voie aérienne. Néanmoins, l'association ONLCT reconnaît que certaines hautes autorités
du pays sont derrière ce trafic, raison pour laquelle il est de plus en plus difficile de l'éradiquer. Pour ce, cette traite s'accentue de plus en plus malgré la rigueur des lois nationales et internationales en la matière. De son côté, le gouvernement du Burundi reconnaît les faits. Au début de cette année, le ministre des Relations extérieures de l'époque avait promis qu'il allait y avoir une loi réprimant ce commerce pour que les Burundais qui partent à l'extérieur du pays à la recherche de l'emploi n'aient plus ce problème. Le ministre Ezekiel Nibigira l'avait révélé au mois de février de cette année. Pour votre information, le Conseil des ministres a déjà adopté cette loi. Il reste juste que le président y a posé sa signature. À ce moment-là, les Burundais ne seront plus maltraités, que ce soit ici chez nous ou à l'étranger, parce que tout le nécessaire sera là pour les aider. Selon les enquêtes de l'association ONLCT, l'effectif de ceux qui avaient été vendus en 2018 a augmenté de 33,55% en 2019. À part les conséquences de ce commerce dans les familles de ceux qui sont vendus, même le pays n'est pas épargné. Au mois de juillet, les États-Unis d'Amérique ont placé le Burundi au 3e rang parmi les pays qui ne fournissent aucun effort pour abolir ce commerce des humains. Selon le rapport du ministère des Relations extérieures des États-Unis d'Amérique, le Burundi a été rayé de la liste des pays qui sont assistés par ce gouvernement. L'idée de l'activiste Marie-Louise Parichako, défenseur des droits humains, notamment ceux des femmes, épouse cette idée dégagée dans le rapport de l'ONLCT et ton frère. Elle indique que c'est difficile de pouvoir arrêter ce commerce car les auteurs y gagnent beaucoup, surtout que dans ce réseau de trafiquants, il y a une main invisible des hautes autorités. Nous déplorons le fait que la traite des êtres humains subsiste encore dans notre pays, le Burundi. En tant que Burundaises, nous constatons avec amertume et regret qu'il est difficile, même impossible, d'éradiquer ce fléau alors que normalement ça aurait été possible. Ceux qui le font ne veulent pas que ça finisse. Ceux qui pratiquent ce commerce y gagnent. C'est leur source de revenus et de richesse. Donc, ils ne voudront jamais de plein gré arrêter ce commerce. Deuxième chose, c'est que les problèmes qui favorisent ce trafic n'ont pas été résolus. Nous avons essentiellement 3 problèmes, à savoir la pauvreté, l'insécurité et le chômage qui favorisent ce trafic des êtres humains au Burundi. Les femmes, les filles, les jeunes acceptent d'être commercialisés parce qu'ils sont désespérés, ils sont pauvres. Donc, tant que ces problèmes ne seront pas résolus, nous pouvons être sûrs que notre population va accepter toutes sortes de mauvais traitements que subissent les victimes de ce trafic parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Et ça, c'est la responsabilité de l'État d'assurer à la population les conditions nécessaires pour vivre dans le pays. Même son de cloche que pour Charles Nditige, un politicien burundais. Il indique aussi que la pauvreté incite ses victimes à ne pas penser 2 fois avant de s'engager à aller dans ces pays à cause de la pauvreté. Le trafic des êtres humains, particulièrement des jeunes, des femmes, des jeunes filles, des jeunes enfants au Burundi, a plutôt tendance à augmenter plutôt que de diminuer parce qu'on nous renseigne qu'entre 2018 et 2019, il y a une augmentation de plus de 33%. Alors pourquoi cela ? Alors que le gouvernement annonce qu'il entend prendre des mesures qui s'imposent pour combattre cette criminalité. À cela, à mon avis, il y a plusieurs raisons. C'est d'abord un commerce très lucratif. Les spécialistes disent que ce commerce criminel rapporte plus de 150 milliards de dollars par an. Ensuite, ce commerce au Burundi, même ailleurs, surtout au Burundi, est exercé par des autorités très haut placées dans le gouvernement, dans l'administration, dans la police. Et pour preuve, les documents de voyage sont délivrés frauduleusement par ces autorités. Ensuite, les frontières sont gardées, mais on laisse passer
laisser les gens parce qu'ils sont certainement protégés par ces autorités qui font ce trafic, ou alors ils sont ceux qui partent donnent de l'argent. Donc c'est la corruption qui gangrène les services de l'État. Il y a également la pauvreté généralisée qui touche particulièrement les jeunes et les femmes. Et avec cela, il n'y a pas de perspective d'avenir et les gens se disent, bon, allons voir ailleurs, tentons notre chance. Ils sont facilement corruptibles et peuvent croire en des promesses parfois fallacieuses. Il n'y a donc pas d'obstacle à l'éradication de ce trafic, si ce n'est que le manque de volonté des autorités. Selon Marie-Louise Barichako, il faudrait que les lois en vigueur soient aussi mises en application pour pallier à ce problème. Le problème majeur dans notre pays, c'est la gouvernance. On a un problème de mauvaise gouvernance. Ce trafic dont nous parlons est pratiqué par des agents de la sécurité, des agents des services de délivrance des passeports, ceux qui travaillent à l'aéroport, des administratifs et des trafiquants étrangers. C'est ce groupe de personnes, et peut-être d'autres que j'ai oubliés, c'est ce groupe de personnes qui tiennent absolument à maintenir la situation telle qu'elle est, qu'il n'y ait pas de clarté, qu'il n'y a pas de prévisibilité dans la manière dont les affaires de l'État sont gérées, qu'il n'y a pas de bonne gouvernance où tout le monde est redevable pour que ce genre de commerce puisse être entretenu. Il faut absolument garder le flou, garder le désordre pour que ce genre de trafic, de commerce puisse s'entretenir. Le gouvernement a adopté une loi, la loi numéro 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des victimes de cette traite. Il n'y a donc pas d'obstacle à l'éradication de cette traite des humains, si ce n'est le manque de volonté des dirigeants et le manque de détermination de la part des responsables au niveau élevé pour dire c'est fini aujourd'hui, la loi est là, on doit l'appliquer, on doit veiller à ce qu'elle soit appliquée et c'est moi, le chef suprême, qui veille à l'application de cette loi et tout le monde est redevable. Pour Charles-Ndy Tigé, le manque de volonté et de la politique nationale pour la promotion de l'emploi pour jeunes sont les principaux obstacles à l'éradication de ce trafic. Les obstacles que cette criminalité diminue, c'est d'abord qu'il n'y a pas de volonté politique de la part du gouvernement. Et pour preuve, il y a un plan d'action qui avait été mis en place, je crois, en 2018, qui était placé sous la tutelle de la première vice-présidence avec une équipe interministérielle. Mais depuis ce jour-là, rien n'a été fait. Il y a des séminaires qui ont été tenus, des ateliers, mais rien, ça n'a donné aucun résultat, aucune action concrète. Il y a une loi qui devait réprimer cette criminalité qui a été étudiée, je crois, en Conseil des ministres. Le président ne l'a jamais envoyé à l'Assemblée nationale pour analyse en vue de la promulgation de cette loi. Et ce qui traduit aussi ce manque de volonté, c'est qu'il n'y a pas une politique claire de promotion de l'emploi, de diminution du chômage chez les jeunes. Le chômage touche plus de 70% des jeunes, donc sans aucune perspective d'avenir, les gens vont à l'aventure, comme je le disais. Quelle devrait donc être la solution pour arrêter ce trafic au Burundi? La radio des sans-voix. Marie-Louise Barichako indique que la mise en application des lois en vigueur devrait faire affaire, mais surtout qu'il faut faire comprendre à ces jeunes qui préfèrent l'extérieur du pays qu'au Burundi aussi on peut y prospérer. Il faut juste que les lois soient mises en application. Il faut que les dirigeants s'engagent résolument à veiller à la mise en application des lois existantes. Il faut que les dirigeants s'engagent à veiller à la protection des populations. Et quand ils s'engagent à y veiller, c'est que tout le monde sait qu'il doit être redevable. Tous ceux qui sont responsables d'une ou de plusieurs de ces tâches doivent rendre compte à qui de droit.
Ainsi, si par exemple nous parlons des problèmes qui favorisent ce trafic, nous avons parlé de la pauvreté, de l'insécurité, du chômage. Le jour où ces conditions seraient réunies, à ce moment-là, nous sensibilisons nos populations, nous sensibilisons les femmes, nous sensibilisons les filles, nous sensibilisons les jeunes pour leur faire comprendre qu'il est possible de vivre dans son pays, de s'épanouir, d'être prospère, de se développer, de s'enrichir. Les recommandations proposées par le politicien Charles Nditije rejoignent ce que le gouvernement du Burundi avait annoncé. La mise en place du protocole d'accord avec ces pays du Golfe et d'autres, poursuivre cette question serait la solution au trafic des humains et la garantie que les Burundais sur le marché du travail étranger seront plus inquiétés. Comme solution, c'est plutôt difficile parce que tout est une question de volonté. Il faut que le pouvoir et le gouvernement aient cette volonté, qu'ils prennent des mesures pour prévenir cette criminalité, pour réprimer et punir les contrevenants, les promoteurs de cette criminalité, les auteurs tout comme les victimes. Il faudrait qu'il y ait une loi qui réprime cette criminalité. Malheureusement, cette loi ne vient pas, ce qui traduit cette manque de volonté. Il faut aussi la promotion du respect des droits de l'homme en général et particulièrement celle de la fille, de la femme et des enfants, en réprimant notamment sévèrement les viols et les violences basées sur le genre. Il faut également la promotion de l'égalité des chances, et particulièrement vers les filles au niveau de l'emploi, au niveau de la scolarité. Il faudrait aussi qu'il y ait une politique volontariste de promotion de l'emploi, de lutte contre le chômage des jeunes par la création des emplois qui devrait aussi passer par la restructuration du système éducatif burundais pour promouvoir plutôt l'enseignement technique plutôt que l'enseignement général. Il faudrait aussi que le gouvernement crée des protocoles d'accord d'entente entre le Burundi, les pays limitrophes, mais surtout avec les pays du Golfe pour échanger les informations, pour pouvoir vérifier si les gens qui entrent dans ces pays sont régulièrement envoyés, sont des passagers réguliers et qui ont les documents qu'il faut et qui ne sont pas des victimes de cette criminalité. C'est sur cette observation du politicien Charles Nditije que s'achève la rubrique Ubahuka de ce dimanche, qui était centrée sur les obstacles à l'éradication des crimes de trafic des humains au Burundi et la solution. Vous avez entendu que la protection des auteurs de ce trafic par les autorités de l'État rend la tâche difficile, voire même impossible, et que la solution est une étroite collaboration entre le Burundi et ses pays d'accueil. Merci à nos invités, merci à vous tous qui nous avez suivis. À la prochaine. Ubahuka. 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 Eh bien, merci à toi, Clovis Nyonzima, pour cette rubrique Ubahuka. Merci, mesdames et messieurs, pour nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à toi, Rissi Kabera et ingénieur JD Memero, pour votre collaboration technique. On les aime tous, j'étais à la présentation de ce magazine. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Excellente soirée chez vous à tous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.